Cette conférence qu'on appelle Cotonférence, parce qu'on est à Coton, pour ceux qui sont jamais allés, c'est pas du tout, par exemple, de vous dire ce qu'il faut pas faire pour pas aller en prison. Hein. Vous avez des cours pour ça, vous avez des gens qui vous en parlent, mais là, c'est pas réfléchir à cet aspect-là, c'est plus réfléchir à la prison. Ben, en fait, déjà, est-ce qu'il faut des prisons, hein? Est-ce qu'il faut des prisons? C'est une question qui se pose, c'est une question où des sociétés ont répondu d'une certaine façon à une autre. Et après, est-ce qu'il faut beaucoup de prisons ou est-ce qu'il faut moins de prisons? Pour qui il faut des prisons? Pour qui il ne faut pas de prisons? Vous savez par exemple qu'aux États-Unis, il y a énormément de gens en prison. Il y a un pourcentage de la population qui est colossal. Il y a, je crois, une personne noire sur 3 qui a fait de la prison aux États-Unis. C'est pas du tout le cas en France. Il y a beaucoup moins de prisonniers. Et vous êtes peut-être au courant, mais ces dernières années, il y a eu des tentatives de réformer la prison en France, et notamment peut-être d'offrir des peines qui ne soient pas forcément de la prison, pas forcément de la prison tout de suite. En tout cas, il y a beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'il faut des prisons? Comment la prison? Pourquoi la prison? Et donc là, c'est une occasion d'y réfléchir. Alors pour y réfléchir, on ne fait pas appel à un prof, on fait appel à quelqu'un qui a travaillé à la fois sur des recherches et à la fois concrètement, qui a rencontré beaucoup de prisonniers, donc il sait de quoi il parle. C'est Pierre-Victor Tournier qui est ici. Comme il vous a été dit, donc j'étais amené à consacrer une grande partie de ma vie à la recherche scientifique, en sciences sociales en général, mais plus précisément donc en démographie, et encore plus précisément en démographie pénale. Quelque temps avant, j'avais été amené à travailler sur les problèmes de médecine, et puis très rapidement, un peu par hasard, je me suis retrouvé à travailler sur les questions pénales et pénitentiaires, et à découvrir un espace dont j'ignorais absolument tout, qui est donc la prison, avant de travailler sur d'autres peines. Et l'une des choses qui m'ont peut-être le plus satisfaite pendant toutes ces années, ça a été de participer très activement à la dernière loi pénale qui est la loi du 15 août 2014, qu'on appelle aussi la loi Taubira, et en particulier d'avoir proposé, il y a déjà quelques années, mais d'avoir été en partie écouté, donc d'avoir proposé la création d'une nouvelle sanction qui existe aujourd'hui, qu'on appelle la contrainte pénale. Si vous voulez en savoir plus, donc j'ai été amené à déposer un certain nombre de mes ouvrages donc à la documentation, et donc si ces questions vous intéressent, comme ce livre qui s'appelle « La prison, une nécessité pour la République », ce livre est à votre disposition, donc à la documentation. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est, je suis très très bavard, et donc je vous propose d'intervenir chaque fois que vous le souhaitez, hein, dans l'ordre et la discipline, bien entendu. Donc, vous demandez à prendre la parole. Bon, hein, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, aborder ces questions sur le fond. Hein, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, j'ai un peu envie de répondre à cette question. La prison, pourquoi faire? On aurait pu aborder, à une autre occasion, la même question pour l'école. L'école, pourquoi faire? C'est une question qui n'est pas si évidente que ça, mais qui serait quand même, en tout cas pour moi, certainement beaucoup plus facile à traiter, peut-être pas forcément pour vous tous, que pour la prison. Mais l'utilité, le sens de l'école, c'est une question qui est tout à fait digne d'intérêt dans la société en général. En France, les adultes comme les jeunes n'auraient pas forcément les mêmes réponses. Il se trouve que pour la prison, hein, donc cette question que je me pose d'une certaine façon depuis 1979, la question est beaucoup plus complexe, en particulier parce qu'elle est très très politisée. D'une part, et donc si vous posez cette question, la prison, pourquoi faire, à n'importe qui, vous le laissez parler quelques minutes, et il est assez facile, en fonction de ce qu'il va en dire, de dire « Ah ben lui, il est de gauche. Ah ben lui, il est de droite. Ah ben lui, il est d'extrême gauche. Ah ben lui, il est d'extrême droite. » Ce qui pose un véritable problème, parce qu'il est quand même assez difficile d'aborder cette question qui nous concerne tous, pour laquelle on doit trouver quand même des réponses communes, d'arriver à, d'une certaine façon, un peu le dépolitiser, de telle sorte qu'on puisse vraiment en discuter. Donc ça, c'est une difficulté majeure autour de la prison, comme autour de la justice en général. D'abord, la réponse évidente à cette question, la prison, pourquoi faire, c'est pour détenir, c'est pour enfermer, c'est pour priver de liberté telle ou telle personne.
Je n'insisterai pas, mais la prison n'est pas la seule institution qui a cette fonction d'enfermer et de priver de liberté. On pourra en reparler aujourd'hui ou peut-être plus tard. Il y a à peu près une dizaine d'institutions qui ont la même fonction de détenir, de priver de liberté. Pensez simplement à un commissariat de police et à la garde à vue. Pensez simplement à un hôpital psychiatrique et à ce qu'on appelle l'enfermement d'office. Il y en a bien d'autres, il y en a à peu près une dizaine. Donc là, aujourd'hui, nous ne parlerons que de prison, mais on se rend compte que quand on veut parler de façon assez approfondie de la prison, à un moment ou un autre, on est amené à rencontrer ces autres espaces, parce qu'effectivement, il y a des liens entre eux. Quand une personne en détention a des comportements qui deviennent vraiment très dangereux et relèvent de la psychiatrie, parce que, comme on dit, ils pètent les plombs, eh bien, à un moment ou un autre, cette personne peut être extraite de la prison pour aller en hôpital psychiatrique, et réciproquement. Donc il y a des liens entre ces 10 espaces. Je ne vais pas, bien sûr, aborder ce sujet aujourd'hui. La prison en France aujourd'hui, c'est, pour un pays qui a 66,6 millions d'habitants, c'est à peu près un peu plus de 66 000 personnes qui sont détenues aujourd'hui, au 1er décembre de l'année dernière. Ça veut dire que vous avez sur 1000 personnes vivant en France, quel que soit l'âge, il y en a une sur 1000 qui est en détention. Parmi ces 66-67 000 détenus, il y a environ 700 mineurs. Mineurs au sens donc de personnes de moins de 18 ans. Jamais oublier, il y a des éléments comme ça qui me paraissent vraiment très très importants, jamais oublier qu'en prison, et si vous entendez parler de quelqu'un qui est détenu, que vous soit proche ou plus ou moins longtemps, ne jamais oublier qu'en prison, vous avez 25% de prévenus, c'est-à-dire un quart des personnes détenues sont prévenues. En droit français, être prévenu, c'est ne pas avoir été encore condamné de façon définitive, c'est-à-dire que vous devez, la société dans son ensemble, tous les acteurs ne doivent jamais oublier qu'une personne qui n'est pas encore condamnée définitivement est une personne réputée innocente. Alors ça a effectivement toutes sortes de conséquences, parce que c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça peut être quelque chose qui paraît plus ou moins à respecter ou non. En droit, c'est une chose absolument essentielle. Absolument essentielle. Les personnes qui ne sont pas jugées encore. Alors, c'est comme toujours dans ce domaine, c'est toujours plus compliqué. Vous avez parmi ces 25% de personnes qui sont prévenues, une majorité qui ont déjà été jugées, ce qu'on appelle en première instance, ils ont déjà été jugés une première fois, considérés comme coupables, et ils ont fait appel. Donc, dans le système français, vous avez une possibilité d'appel d'un premier jugement, et donc ils sont en attente du deuxième jugement. Donc, le jugement n'est pas définitif, donc ils sont toujours prévenus. Ils sont prévenus jusqu'à ce que leur condamnation soit définitive. Même si je ne veux pas entrer, comme tu l'as dit, entrer dans tout le processus qui peut amener à la prison, il y a vraiment un sujet que j'ai envie de traiter devant vous. Je ne le développerai pas trop, mais il me paraît essentiel, parce que pour moi, comme pour vous enseignants en général, j'imagine que vous entendez souvent ce qui me paraît un leitmotiv, c'est que les mots ont un sens, et que je crois que vous êtes là à l'école, nous sommes là, pour travailler sur le sens des mots, le sens des concepts, et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre les choses. Et donc, il y a 3 termes sur lesquels je voudrais dire un certain nombre de choses. Le terme, parce qu'en plus, ils font débat, le terme d'incivilité, c'est des termes que forcément vous avez rencontrés un jour ou l'autre, le terme d'infraction pénale, voire le terme de déviance. Le terme de déviance est un terme qui, si vous regardez le petit Robert, vous verrez qu'on le date de 1968, c'est étrange. Mais donc, c'est à partir de 1968 que le terme de déviance, pas celui de déviant, mais celui de déviance est apparu essentiellement dans des discours de nature scientifique. Donc, je vous donne ma position sur ces 3 termes, parce que ces 3 termes posent problème, et les chercheurs en sciences sociales, les sociologues ne sont pas tous d'accord sur le sens qu'ils leur donnent. Je vais, pour cela, vous donner un exemple
qui donne quand même, je crois, un exemple qui vous concerne tous, qui nous concerne tous, je me mets dedans, qui est celui de l'insulte, qui montre à quel point le droit, et derrière le droit, il y a cette notion d'état de droit, on ne peut pas, dans notre République, sanctionner, punir, s'il n'y a pas derrière un texte officiel, un texte qui se réfère aux faits que l'on veut sanctionner. C'est le principe dit de l'égalité. Et sur l'exemple que je vais vous donner, vous allez voir que ce terme d'insulte, qui est connu de tous, je ne donnerai pas d'insulte célèbre, mais je pense quand même très fort à Casse-toi pauvre con. Donc, je ne sais pas si certains datent mais il y aurait beaucoup à dire sur cette insulte parce qu'elle a eu des conséquences très importantes, y compris au niveau international et y compris dans la loi française. Elle a amené à des changements de la loi française. Donc c'est quelque chose d'important. Donc vous savez tous ce que c'est qu'une insulte. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fonction de la nature de l'insulte, des personnes qui sont concernées et du contexte, eh bien, il s'agit de choses fort différentes dont les conséquences légales, dont les conséquences en termes de justice pénale peuvent être extrêmement différentes. Et là, on voit sur un exemple qui vous est très familier que le droit, qu'aucun d'entre nous n'est censé méconnaître, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Et c'est aussi une façon d'illustrer ce que c'est que la justice pénale. La fonction de la justice pénale, pour faire simple, c'est d'abord, évidemment, de qualifier, c'est un terme juriste, à qualifier les faits que l'on va essayer de juger. De quoi s'agit-il? Et c'est extrêmement important de bien savoir de quoi il s'agit. Ça, c'est ce qu'on appelle la qualification, et c'est l'exercice que je vais faire autour de l'injure. La deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est la culpabilité. À partir du moment où on a défini des faits, qui est coupable, qui est responsable des faits qui ont été commis. Et enfin, le troisième rôle, qui est tout aussi difficile et important, c'est la définition d'une sanction. Donc, en gros, ce triptyque, c'est qualification des faits, définition, si vous voulez, définition des faits, culpabilité, qui est impliqué dans cette affaire, et enfin, quelle est la décision de la justice. Eh bien, ce triptyque, ces trois éléments définissent d'une certaine façon la justice. Donc, brièvement, je vais vous donner 6 exemples en définissant le contexte et puis en vous donnant ce que le droit en dit. Premier exemple, vous injuriez donc, deux élèves dans une classe et l'un injure l'autre sans rien faire entendre. C'est à l'oreille. Vous imaginez, vous, chacun d'entre vous, l'injure aussi. Donc, c'est dans un cadre confidentiel. Personne n'entend, sinon votre voisin. C'est-à-dire que, sauf précision que j'apportais tout à l'heure, a priori, la justice pénale n'a rien à faire avec cela. C'est ce que j'appelle une incivilité. Donc l'incivilité, pour moi, ça n'est pas une infraction pénale. Alors l'incivilité, ça a quelque chose à voir avec évidemment le manque de politesse, le manque de courtoisie, le manque de savoir-vivre, savoir-être, le non-respect des usages, en gros le manque d'éducation. Donc l'incivilité, c'est évidemment quelque chose qui pose problème, qui peut d'ailleurs être sanctionné par le règlement intérieur du lycée, dans certains cas, sans pour autant être une infraction pénale. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être condamné. Si vous allez voir le procureur en disant mon copain, ma copine m'a traité de temps, à l'oreille, eh bien le parquetier dira non, je suis désolé, allez voir ailleurs, ça ne me concerne pas. Deuxième cas. Donc vous voyez, je n'insiste pas sur l'incivilité, mais on pourrait en dire évidemment énormément parce que c'est quelque chose de très difficile. Il n'y a pas, contrairement aux infractions pénales, il n'y a pas quelque part un ouvrage qui ferait autorité vis-à-vis de chacun d'entre nous. Vous auriez la liste des incivilités et vous sauriez parfaitement ce qui est civil et ce qui ne l'est pas. Vous le savez bien, c'est beaucoup plus compliqué puisque ça dépend des circonstances, ça dépend des personnes concernées, ça dépend des cultures, ça dépend des pays, etc., etc. Pour les infractions pénales, d'une certaine façon, c'est plus simple, parce que vous avez ce qu'on appelle les codes. Bien sûr, le code pénal, mais pas uniquement. Il y a aussi le code du travail, etc. Les infractions sont définies. C'est un des éléments, donc, comme je le disais, de l'état de droit. Deuxième exemple. Vous êtes toujours dans la classe et vous insultez. Alors, j'ai parlé d'insultes, mais en droit, on parle plutôt d'injures.
voire de diffamation ou d'outrage, mais j'entrerai pas dans le détail de ces trois mots. C'est très très compliqué à distinguer ce que c'est que l'injure, l'injure, la diffamation ou l'outrage. Je parlerai d'injure. Deuxième cas de figure, vous êtes en classe et vous injuriez un de vos camarades, mais publiquement, dans la classe, publiquement au sens habituel du terme. Mais en droit, ça n'est pas une injure publique, c'est une injure non publique parce qu'elle est prononcée dans un cadre bien défini qui est celui de la classe. Ça peut être la même chose dans un conseil d'administration d'une entreprise, ça peut être quand vous avez une communauté bien définie, n'importe qui ne peut pas faire partie de la classe, donc c'est un cadre relativement fermé, et donc c'est une injure qui est non publique, mais c'est une infraction pénale. Qu'est-ce que vous risquez? C'est ce qu'on appelle une contravention de première classe. Donc là, on voit déjà un terme juridique que vous connaissez, contravention de première classe, et ça peut vous valoir au maximum 38 €. Troisième cas de figure. Il y a une question. Oui. Du coup, si en fait personne ne le sait, il n'y a aucune sanction, mais là, s'il y a d'autres gens qui le savent, là, on a une sanction. Voilà, c'est le droit. Hein. C'est ce qui a été décidé. Alors, ce sont les règles de droit. Toute règle de droit peut paraître effectivement discutable. On pourra revenir sur cet aspect des choses plus tard. Vous verrez que ça se pose dans d'autres cas. Troisième cas de figure, oui. Oui. Monsieur, ça vous fait pas mal à la main d'écrire. Pardon? C'est par rapport au livre. Alors, Daoud. Compte tenu de mon âge, je suis un peu sourd. Non, mais c'est surtout, Daoud, votre question, vous la notez, vous la poserez à la fin de l'intervention. Parce que là, en cours d'intervention, on pose des questions qui concernent ce dont on était en train de parler. Et oui, quand même, il y a beaucoup d'élèves qui sont très peu attentifs, alors qu'ils sont particulièrement concernés par le fait que dans l'espace scolaire, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas sanctionnables du point de vue de la loi, mais qui sont sanctionnables du point de vue éducatif. Donc essayez d'être attentifs parce que l'ACDAR en particulier, moi je suis restée parce que vous concernant en particulier, j'apprends plein de choses sur la manière dont on va pouvoir discuter tout à l'heure. Écoutez aussi, ça enrichira notre discussion. Soyez attentifs. Le troisième cas me paraît particulièrement important et vous allez voir que on va passer d'une contravention de première classe à une contravention de quatrième classe et on va passer de 38 € à 750 €. Ces règles, ces sanctions, elles ont une utilité, alors vous pouvez en discuter, et ça c'est la démocratie, elles ont pour intérêt de définir une échelle. Cette échelle des sanctions définit d'une certaine façon l'échelle des gravités. C'est-à-dire que quelque chose qui vaut en théorie 750 €, ça veut dire que la société, c'est-à-dire le peuple à travers ses représentants, a considéré que ce dont je vais parler, c'est beaucoup plus grave que de traiter d'imbécile votre voisin d'à côté, même si ça ne se fait pas. Alors de quoi s'agit-il? Chose vraiment importante, je vous demande d'entendre. C'est une injure entre élèves en classe, donc non publique sur le plan du droit, mais qui est raciste, sexiste, homophobe. Alors tout ça est d'ailleurs dans le règlement intérieur. En revanche, la suite ne l'est pas, mais bon, c'est sans doute sous-entendu. Une insulte concernant un handicap, quel qu'il soit, handicap, ou à raison d'une appartenance ou d'une non-appartenance, tous ces mots sont importants, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une religion. C'est-à-dire qu'en classe, si vous insultez quelqu'un en se référant au fait qu'il a telle religion ou qu'il n'a pas telle religion, la non-appartenance, vous pouvez injurier en disant bah, « toi, tu n'es pas ça ». Et donc, tu es un con, parce que tu n'es pas ça. Eh bien, ça, c'est une contravention de quatrième classe, donc on voit bien que c'est déjà nettement plus grave, et vous pouvez être condamné au maximum à une amende de 750 €. Quatrième cas de figure. Vous voyez, pardon. Oui. Juste une question à ce propos. Là, vous avez dit c'est entre élèves, mais c'est... Dans la classe. Mais ça s'est dit fort, il y a des témoins, ou ça peut être... Ah ben les témoins, c'est la classe. Vous êtes dans le cadre de la classe, dans les conditions normales, c'est-à-dire il y a la classe, il y a le professeur. Avec des témoins.
Mais ce qui est intéressant en droit, c'est qu'on appelle ça une injure non publique. Parce que c'est dans un cadre défini, on se réfère dans la loi à la notion de communauté. Vous avez une communauté, les gens se connaissent, et c'est dans ce cadre-là que ça se fait. Oui. Et l'argent de l'amende est mal. À l'État. À qui voulez-vous qu'elle aille? Bon. Mais derrière votre question, il y en a bien d'autres sur lesquelles on reviendra. C'est le problème de l'indemnité, ce qui est une autre chose. Là, c'est l'amende que vous allez verser au trésor public, c'est-à-dire à l'État. Quatrième cas, alors là, ça devient nettement plus grave. Vous injuriez, là aussi, écoutez, hein, ça peut servir. Vous injuriez un élève sur Internet. Alors pas dans un mail, mais par exemple par tweet, c'est-à-dire vous injuriez quelqu'un, c'est un de vos élèves, hein. Si c'est un prof, c'est encore un autre problème, beaucoup plus grave. Vous injuriez un élève dans un tweet, c'est-à-dire quelque chose qui est considéré comme public. N'importe qui peut le lire, et donc là on passe nettement au-dessus, ça n'est plus une contravention, c'est un délit, hein, qui sera jugé par le tribunal correctionnel, et vous pouvez prendre 12 000 €. Vous voyez que ça monte très fort. Hein. Donc c'est une injure publique. Quelqu'un qui dit à un assistant d'éducation dans l'exercice de ses fonctions, parce que tu me casses les couilles, je te casse les couilles, t'appelles chez moi, est-ce que c'est une incivilité ou est-ce que c'est déjà une infraction? J'écoute parce que je veux savoir ce qu'il en est. C'est quasiment le 7e cas que je n'avais pas abordé, parce que pour ça, mais je l'aborderai, parce que ça n'est plus une injure, c'est un outrage. Et c'est beaucoup plus grave. Écoutez jusqu'au 7e cas maintenant. Alors, donc je passe au 5e cas. Lagdar, si vous écoutez, vous pourrez poser votre question tout à l'heure. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le 5e cas, c'est l'insulte raciste, xénophobe, sexiste dans le domaine public, hein, c'est-à-dire dans la rue, par exemple. Et là, c'est 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. Hein, donc, avoir une insulte de nature sexiste, par exemple, dans la rue, évidemment, ça coûte assez cher. Et je vais reprendre pour terminer. Il faudrait en dire long sur toute cette question, mais je ne veux pas centrer les choses là-dessus. Je reprends le premier exemple. Le premier exemple, l'insulte à votre camarade qui est juste à côté. On a dit c'est une incivilité. Je n'ai pas dit que ça n'était pas important, mais c'est pas de l'ordre du droit pénal. Imaginez que, et je pense à des exemples très concrets, hein, ça n'a rien d'abstrait. Imaginez que dans votre classe, vous avez un élève qui est devenu pour telle ou telle raison votre tête de turc personnelle. Chaque fois que vous le voyez, vous lui dites petit con. Chaque fois que vous le voyez. Alors ça peut être 4 ou 5 fois par jour, ça peut être tous les jours. Eh bien ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on a dit. C'est beaucoup plus grave. La peine dans ces cas-là, ça s'appelle du harcèlement moral. Hein, on est bien au-dessus de tout ce qu'on vient de dire. Et pourtant, vous voyez, c'est une affaire entre deux personnes. Hein, 2 personnes. Vous le dites une fois, bon, incivilité. Vous commencez à le dire chaque fois. Ou par exemple, vous lui dites, ça c'est quelque chose qui me rappelle des choses, t'es gros. Tous les jours. Donc, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Eh bien ça, c'est considéré par la loi. C'est considéré comme du harcèlement moral. Et qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc, j'en parlerai pas parce que c'est beaucoup plus compliqué. Là, je n'ai parlé que de relations entre élèves. Si, dans les relations entre élèves et enseignants ou membres de la communauté, donc des adultes, là, on sort de l'injure. On appelle ça en droit un outrage. C'est un article du droit pénal qui est très protecteur pour les fonctionnaires. Et j'ai même appris, j'étais content d'apprendre ça, c'est que cet article sur l'outrage s'applique aussi aux anciens fonctionnaires. C'est-à-dire si vous me dites à vous ce que vous avez fait au CNRS, c'est vraiment de la merde, eh bien ça tombe sur cet article. Effectivement, c'est un outrage à fonctionnaire. Et dans ces cas-là, la fonction publique a aussi le devoir de soutenir l'enseignant dans ses procédures judiciaires. En particulier, souvent, les insultes qu'un élève peut prononcer vis-à-vis d'un enseignant sera souvent lié à un acte précis.
Et là, c'est de la diffamation et c'est plus une insulte. Par exemple, un élève reproche au professeur d'avoir fait telle chose, bien précise, telle chose, et c'est faux. Et donc, à partir de là, c'est une diffamation. Mais j'en trouve pas dans tout ça. Alors, je vais passer le point suivant. Je reviendrai dessus ou à une autre occasion. Et ça me paraît très important de bien connaître, on en a un peu parlé, mais de bien connaître la distinction entre ce que c'est qu'une contravention, un délit ou un crime. C'est tout à fait important parce que souvent, quand les uns et les autres, nous avons une opinion ou des opinions sur la prison, on est amené à tout confondre et à considérer pour certains qu'effectivement, il faut vraiment faire des choses extrêmement graves pour être en détention. C'est pas tout à fait vrai. Et puis, si vous volez un œuf, vous n'irez pas en prison. Donc, c'est assez important d'avoir une idée bien précise de ce que sont cette classification en 3 catégories et savoir effectivement ce à quoi ça correspond en matière pénale. Mais je saute pour arriver à des choses peut-être plus concrètes. La personne qui est en prison depuis le plus longtemps, il y est depuis 50 ans. Il y est depuis 50 ans. Donc imaginez, moi, cette personne, il y est depuis, à l'époque, moi j'étais en classe de 3e. J'étais en classe de 3e, donc il y a 50 ans. Eh bien, cette personne est encore en prison et elle n'est peut-être pas prête d'en sortir. C'est la durée la plus longue qui a été observée jusqu'à présent. Vous entendez souvent dire, quelqu'un qui est condamné à perpétuité, il sort au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. C'est faux, c'est faux. Il y a des gens qui passent des temps beaucoup plus longs. Un cas dont vous avez peut-être entendu parler, n'hésitez pas, même si vous avez une très bonne blague à dire, moi, je peux vous en dire aussi, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Moi, je voulais savoir si c'était en France ou à l'étranger, en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas dit au départ, mais tout ce dont je dis, tout ce dont je viens de parler jusqu'à présent concerne la France, bien évidemment. Elle a fait quoi ? Et d'un côté, je ne connais pas le dossier de très près parce que je ne m'en souviens plus, mais a priori c'est quelqu'un qui a assassiné un policier à coups de ciseaux. Dans des conditions, parce que vous savez, on peut assassiner, mais on peut le faire avec quelques éléments supplémentaires. Le cas qui est s'il vous plaît, n'hésitez pas à intervenir. Vous savez, l'une des chances que j'ai eues dans mon métier, c'est d'intervenir dans des cadres extrêmement différents. Je parlais à certains de vos enseignants d'un séminaire que j'avais organisé, qui m'avait vraiment particulièrement intéressé, avec une quinzaine de personnes. Toutes avaient été condamnées à perpétuité ou à des peines très très longues. C'était presque tous des tueurs. Bon, mais c'était très très intéressant. Mais ils étaient d'un respect vis-à-vis de moi assez unique. Assez unique. Bon. Mais quand je les voyais, effectivement, j'étais un peu impressionné. Et je n'ai pas fait très très souvent des interventions de cet ordre-là. J'en ai fait quelques-unes. Chaque fois, je mettais quelques jours à m'en remettre. Par exemple, ce séminaire auquel je pense, il avait lieu au centre de détention de Caen. Au centre de détention de Caen, ce sont presque que des gens qui ont commis des agressions ou des viols, des agressions sexuelles ou viols, mais accompagnés de bien d'autres choses, et qui sont condamnés à de très très longues peines. Et c'est un des détenus qui m'avait téléphoné, il avait l'autorisation de me téléphoner. Alors lui, il parlait pas d'incivilité, d'infraction pénale, de déviance et tout ça. Il me dit, monsieur Tourny, il faut que je vous dise, j'ai fait une grosse bêtise, il faut que je vous dise, j'ai fait une grosse bêtise. Je suis habitué, le terme de bêtise est très souvent utilisé par les détenus. Il dira, j'ai assassiné ma femme. Bon, avec un peu d'habitude, vous laissez passer et on continue la discussion. Et puis, on était tombé d'accord sur le sujet. Sur lequel il voulait discuter. Et j'étais un peu surpris parce que ce thème, c'était la responsabilité. Et le détenu m'a dit, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va plaire aux gars. Et j'ai passé 4 heures avec ces 15 personnes, sans aucune crainte de ma part, parce que ça, c'est l'habitude. C'était tout à fait intéressant. Et vous n'imaginez pas l'attention que ces personnes, qui avaient toutes commis des choses horribles, cette attention et cette façon qu'ils avaient de débattre. Alors c'était assez marrant parce que
j'avais proposé une règle, parce que même dans ces lieux-là, il n'y a pas de règle, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Donc il y avait une règle qui était très simple. Je leur avais dit, on peut parler de tout ce que vous voulez autour de la responsabilité, mais vous n'aborderez pas votre situation personnelle. Hein. Je ne suis pas là pour étudier votre dossier, etc. Et puis à la fin de la réunion, j'avais dit à la personne qui animait, hein, celui qui avait fait la grosse bêtise, là, je dis vraiment c'est sympa, vous avez tous respecté la règle, etc. Et il me dit, vous savez, M. Tournier, hein, j'avais mis des gardes dans la salle. Alors, est-ce que c'était un fantasme? Je ne sais pas. Mais il avait choisi des détenus qui étaient chargés de la police intérieure. Alors, est-ce que c'était dans sa tête? J'en sais rien. Mais toujours est-il que j'avais eu une assistante pendant 4 heures. Hein. Imaginez, pendant 4 heures, sur un sujet qui lui préoccupait énormément. Hein. Il y en avait un, par exemple, qui avait tué un petit garçon et il se posait quelques questions en termes de responsabilité. Il était à moitié fou, cet homme. Bon, et il était en prison. Et j'avais été très impressionné de voir des personnes qui avaient commis des choses absolument horribles étaient capables, dans des circonstances bien précises, de se définir un certain nombre de règles de comportement qui ne leur étaient pas imposées par qui que ce soit. Hein. Il n'y avait même pas de surveillant dans la salle. Hein. J'étais seul avec ces 15 personnes. Bon, c'était tout à fait intéressant. Je ne sais pas pourquoi je suis venu à dire cela. Donc, pour vous dire qu'effectivement, je ne sais plus pourquoi. Je voudrais aborder un problème très concret, parce que forcément, vous avez souvent entendu parler de cela. Beaucoup de Français, et on pourrait faire un test, hein, mais je ne le ferai pas, je pourrais vous poser la question, un peu stupide, mais bon, que les sondeurs posent. Est-ce que la justice française est laxiste ou pas? Les Français... Laxiste, tu veux... Alors laxiste, elle n'est pas assez sévère. Hein. C'est-à-dire, on met quelqu'un en prison et immédiatement il ressort, il fait des choses terribles et on le condamne à une amende alors qu'on devrait le condamner à une peine d'emprisonnement, etc. Dans la population française, chaque fois qu'on fait un sondage, vous avez à peu près 3/4 des Français qui considèrent que la justice est laxiste. Alors ce qui serait très intéressant, si vous voulez, ça serait de dire, de demander à ceux qui répondent oui, elle est laxiste, ou le contraire, ça serait intéressant de leur demander, mais sur quoi ils fondent leur idée? Pourquoi ils pensent que la justice est trop laxiste, ou au contraire? Sur quelle information? Et là, ça serait assez intéressant de voir que, moi je ne sais pas si elle est trop laxiste ou pas assez laxiste. Hein, tout dépend des circonstances, tout dépend, et c'est difficile d'en juger. Oui? Pour répondre à votre question, quand on regarde dans les journaux à la télé, par exemple, tout à l'heure même, je regardais, je voyais à Aubervilliers, il y a eu des agressions sur des femmes chinoises. Et ils ont découvert qu'il y avait un gang, Entre deux, je vois pas du tout ce qui est drôle. Hein. Et en fait, ça m'échappe. Ils ont dit qu'il y avait un gang de petits voyous avec un mineur qui a agressé les personnes. Et en fait, ils ont été arrêtés, mais ils vont être relâchés et ils ne sont pas... Oui, quand vous dites ils ont été arrêtés, mais ils vont être relâchés. On n'en sait rien pour le moment. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez, ce qui est très compliqué, c'est les informations que l'on a sur telle ou telle affaire, par la presse, par la télévision, etc. En général, c'est une information qu'on a à un moment de cette affaire, donc on ne sait pas comment ça va se terminer. Très souvent, cette information, elle est donnée par l'avocat. Hein, c'est généralement l'avocat du prévenu qui va s'exprimer à la télévision. Donc évidemment, il défend la position du prévenu. D'autres fois, ce sont des responsables syndicaux policiers, alors qui défendent aussi évidemment leur position professionnelle. Donc c'est toujours extrêmement difficile de savoir ce qu'il en est. Ce que je voudrais vous donner, c'est quelques éléments objectifs qui peuvent faire penser que la justice n'est pas assez sévère. Et ce qui manque souvent, c'est une réflexion sur ces raisons objectives. Pourquoi ça marche comme ça? Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un commet un meurtre, la peine qui est définie dans le code pénal, c'est 30 ans. Alors un meurtre, c'est un homicide, hein, vous tuez quelqu'un sans avoir prévu la chose. Hein, sinon, c'est un assassinat. Donc, vous tuez quelqu'un alors que vous ne pensiez pas une heure avant ou un jour avant le tuer.
Donc la peine, on dit, ah ben, un meurtre, c'est 30 ans. C'est que c'est 30 ans maximum. Hein, c'est-à-dire que le code pénal, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours des maxima. C'est au maximum. Ça fait des années que j'essaie de réformer ce point-là, ça ne coûterait rien de rajouter chaque fois maximum. Bon, c'est sous-entendu, mais c'est important. Dans la réalité, hein, la quasi-totalité des gens sont condamnés à l'emprisonnement, et la durée moyenne qui est prononcée, c'est 14 ans. Bon, ça, c'est une première raison qui permet de penser, ah ben, la justice est laxiste. On nous dit que c'est 30 ans, et en moyenne pour un meurtre, c'est 14 ans. Mais c'est ignorer, donc les gens qui pensent là, hein, c'est ignorer un principe tout à fait important qui fait que le 30 ans, c'est un maximum, et d'autre part, et ça c'est un principe de droit essentiel dans toutes les démocraties, c'est qu'on ne juge pas uniquement un fait, hein, on ne juge pas le meurtre, mais on juge une personne. C'est-à-dire qu'on va tenir compte de sa personnalité, de son passé, de ce qu'elle a connu, de son enfance, etc., etc. On va intégrer toute une série d'éléments qui sont personnels. Hein. Ce n'est pas le meurtre qu'on juge, c'est le meurtrier. Hein. Et là va intervenir un principe qui est un principe de bon sens, c'est les circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on va voir, dans le cas très précis que l'on juge, on va essayer d'analyser le pourquoi du comment. Imaginez que quelqu'un qui tue une personne alors qu'elle avait quand même pas mal de raisons, des mauvaises raisons, mais quand même des raisons de la tuer, eh bien on va prendre en compte. Il y a tout un débat actuel autour d'une affaire, d'une femme qui a tué son mari, ce qui est un meurtre, mais cette femme a été maltraitée pendant des années et des années, ses enfants ont été maltraités pendant des années et des années, cette personne a été condamnée à 8 ans, hein, et beaucoup de gens, à juste raison, considèrent que, compte tenu des circonstances atténuantes, cette peine est vraiment très lourde. Donc cette raison qui fait que pour une infraction qui est sanctionnée de temps maximum, va être sanctionnée beaucoup moins sévèrement, c'est une chose normale, hein, que tous les démocrates défendent, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte des circonstances, de la personnalité, pour évaluer la peine. Deuxième élément qui fait penser aux gens que la justice est trop laxiste. Imaginez que quelqu'un soit condamné à 3 ans. 3 ans de prison. 3 ans de prison ferme, donc, pour tel ou tel fait. Eh bien, en général, et ça fait souvent débat dans la société, en général, cette personne ne va pas faire 3 ans de détention. Elle va en faire moins. Alors ça fait débat. Il y a toute une série d'éléments, hein, ce qu'on appelle les réductions de peine, ce qu'on appelle la libération conditionnelle, etc., qui fait que le détenu ne va pas faire ces 3 ans, mais peut-être 2, voire un peu moins. Et donc là aussi, ce qui est dommage, c'est que la société ne soit pas suffisamment informée sur l'intérêt que peut avoir ces mécanismes de réduction de la peine, en particulier en matière de lutte contre la récidive. Je n'en dirai pas plus. Je voudrais terminer, hein, pour vous laisser le... Oui, on est près de la moitié. Hein. Donc il y a toute une série d'éléments que je saute, et en fonction de la discussion, je reviendrai dessus ou pas. Hein, c'est pas le problème. Je voudrais quand même tenter de répondre directement à la question est-ce que le recours à la prison se justifie ou pas, en dehors du fait que la prison, elle a un rôle de neutralisation. Hein, quand vous voulez neutraliser quelqu'un qui a commis des faits suffisamment graves, eh bien, il n'y a guère de solution que de le prendre, avec tout le respect qu'on lui doit, de le prendre et donc de le mettre dans un lieu fermé. Alors, à cela, il y a deux conditions qui s'imposent. J'ai parlé de respect, hein, effectivement, et ce n'est pas toujours le cas. Hein. La personne qui est, d'une certaine façon, neutralisée doit avoir sa dignité respectée. Hein. Et d'autre part, les lieux dans lesquels cette personne sera neutralisée, évidemment, doivent respecter toute une série de droits. Mais pour répondre précisément, pour vous montrer là aussi que à la question qu'on s'est posée, il n'y a pas de réponse immédiate, je voudrais vous
vous précisez quel est, selon le dernier texte de loi qui existe, celui qui date du 15 août 2014, vous précisez quel est le sens de la peine. C'est-à-dire que quand on sanctionne quelqu'un, quand la justice pénale sanctionne quelqu'un, prononce une sanction, qu'elle soit privative de liberté ou pas, quel est le sens que la société lui donne. Et vous allez voir qu'il faudrait évidemment réfléchir à chacun de ces points. Il y a 8 points. 8 points qui sont traités dans la loi. Je sens que vous avez une question à poser. Bon. Il y a 8 points, et sur chacun de ces points, on pourrait effectivement en discuter longuement. Donc ça, c'est dans la loi. Quand on condamne quelqu'un, et imaginez le travail d'un juge. Quand un juge va définir une sanction, est-ce que je vais le condamner à la prison? Est-ce que je vais le condamner à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans? Est-ce que je vais le condamner à une autre peine? Théoriquement, il devrait se poser les 8 questions suivantes, ce qui est quand même ce qu'on appelle la quadrature du cercle, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Donc le premier objectif, c'est assurer la protection de la société. Première raison pour laquelle on prononce une sanction, on envoie quelqu'un en prison, c'est pour assurer la protection de la société. C'est aussi, et vous allez voir que toutes ces idées sont assez naturelles, mais de là à pouvoir les respecter, c'est une autre affaire. Deuxième objectif, c'est de prévenir la commission de nouvelles infractions. C'est la question de la récidive. Effectivement, si vous condamnez quelqu'un, c'est avec l'idée que l'on va faire en sorte qu'il ne recommence pas. Et dans la discipline scolaire, c'est la même chose. Quand vous sanctionnez un élève pour telle ou telle raison, c'est avec l'espoir, avec l'idée qu'on va faire en sorte qu'il ne recommence pas. La troisième condition est encore plus ambitieuse, c'est, je reprends les termes de la loi, c'est de restaurer l'équilibre social. C'est-à-dire qu'une infraction, quand une personne commet une infraction, d'une certaine façon, il rompt ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire les règles qui font que l'on a établi démocratiquement pour pouvoir vivre ensemble. Eh bien, l'infraction a rompu quelque chose, la sanction doit restaurer l'équilibre social. Moi, dans ce débat, j'avais proposé le terme de paix sociale qui me paraissait plus satisfaisant. Bon, c'est le terme d'équilibre qui a été retenu. La quatrième raison est aussi essentielle, et tout ça est applicable, encore une fois, à l'application du règlement intérieur dans une école. Quatrièmement, c'est respecter les intérêts de la victime. Quand vous avez quelqu'un qui a été victime d'une infraction, eh bien, dans la façon de sanctionner, il faut que cette sanction respecte l'intérêt de la victime, l'intérêt, le respect, etc. Alors après, les 2 raisons suivantes sont assez... les 3 raisons suivantes sont bien connues. Évidemment, la peine, elle est là pour sanctionner, pour dire au condamné, bon, stop, là vous avez dépassé les bornes. Donc c'est ça, sanctionner, c'est faire quelque chose qui va marquer que vous êtes allé au-delà de ce que vous aviez le droit de faire. On cherche à favoriser son amendement, et enfin, on cherche à favoriser son insertion ou sa réinsertion, parce qu'effectivement, c'est souvent le problème qui se pose. Et à ces 7 conditions, une 8e a été introduite, qui renvoie à une question vraiment que je souhaiterais que les uns et les autres, question à laquelle je souhaiterais que les uns et les autres vous soyez amenés à réfléchir de temps en temps, y compris chez vous dans votre lit ou dormir. C'est la fameuse question de la responsabilité. C'est-à-dire que dans la langue française, c'est le mot que moi je préfère. Beaucoup d'entre vous, j'espère, avaient entendu parler d'Albert Camus, un des plus grands philosophes français. Et Albert Camus disait que la question philosophique, là, quand je dis philosophique, c'est la question pour nous tous, philosophique, la question pour chacun d'entre nous, peut-être la plus importante, c'est la question du suicide. Toutes les autres questions, d'une certaine façon, ont un rapport avec ça. Est-ce qu'on accepte de vivre, ou est-ce qu'on dit, ça y est, terminé, je n'accepte plus.
Donc c'est la question fondamentale de nous tous. Et je connais assez peu de familles qui n'aient pas, sur plusieurs générations, rencontré cette question. Quand on fouille un peu dans la vie des familles, quand on l'accepte bien sûr, on se rend compte souvent que cette question du suicide, c'est-à-dire le fait que c'est terminé, moi je ne veux plus continuer, c'est une question centrale. Beaucoup d'adolescents se la posent. Alors heureusement, beaucoup ne font que se la poser, parce qu'ils sont dans des conditions qui font qu'ils peuvent dépasser cette question. Mais je crois que Albert Camus avait assez raison en disant que la question centrale de la vie, en gros, c'est le suicide. Et moi je dis c'est la responsabilité, que la question centrale de nos vies, c'est la responsabilité, et que d'une certaine façon, c'est un peu la même chose, parce que le suicide pose fondamentalement la question de sa propre responsabilité sur sa vie. Et je suis assez heureux, et je suis un peu pour quelque chose, avec d'autres, que dans la loi, on ait introduit cette idée centrale que quand on sanctionne une personne, quand on la met en prison, eh bien, c'est pour lui permettre, autant que faire se peut, de lui offrir la possibilité, qui n'a pas forcément été la sienne, de réfléchir à la question de la responsabilité. S'il a commis telle ou telle infraction, il en est en partie responsable, en partie seulement. Il y a tout un travail à faire sur cette idée de responsabilité individuelle. Souvent, vous savez, les uns et les autres, quand on échoue quelque part, on dit oui, d'accord, je suis un peu responsable, mais bon, quand même, il y a la société, quand même, il y a les parents, quand même, il y a les circonstances, quand même. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais que toutes nos vies sont construites sur cette idée que vont être confrontées deux choses, et c'est ça qu'on cherche aussi dans la sanction, c'est de confronter l'aspect responsabilité individuelle qui nous revient à nous, et puis une responsabilité collective qui existe aussi, mais que dans tout ça, il n'y a pas de déterminisme, c'est-à-dire que des responsabilités qui sont liées au contexte, à l'histoire, à nos familles, etc. Aucune vie familiale n'est vraiment simple. Ne vous faites jamais cette illusion. Je ne vous donnerai pas le nom des ministres qui ont eu des enfants en prison, par exemple, des ministres actuels, qui ont eu des... Bon, ça arrive, ça arrive. De temps en temps, vous en entendez parler. Donc même les gens qui peuvent paraître comme ça, avoir des chances considérables dans la vie, quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte que rien n'est tout à fait simple. Et que chacun est confronté à cela. Eh bien, dans la sanction pénale, c'est une des choses qu'on cherche à atteindre, que ces personnes aient l'occasion, et c'est pas facile, de réfléchir à cette responsabilité. Et quand j'avais passé ces 4 heures avec ces détenus qui avaient encore une fois commis des choses absolument horribles, eh bien, on sentait chez eux, et c'est pour ça qu'ils étaient venus, ils n'étaient pas obligés de venir, on sentait chez eux la volonté. Je me souviendrai toujours de ce détenu qui vient, j'étais à peine arrivé dans la salle, qui vient me voir, il m'appelle professeur, alors qu'en France, on n'appelle plus les gens professeurs. Professeur, donc j'étais très fier. Bon, effectivement, je suis l'équivalent d'un professeur d'université, donc je suis très content. Et puis, tout de suite, alors j'avais même pas dit bonjour, il me dit, mais j'espère que vous allez nous faire le point sur l'état de la science concernant un certain nombre d'actes, etc. Est-ce qu'on est vraiment responsable? J'avais su après les crimes que cet homme avait commis. Je comprenais qu'il se posait vraiment un certain nombre de questions pour savoir dans quelle mesure il était responsable ou dans quelle mesure c'était le fonctionnement de son cerveau qui était responsable. Eh bien, je constatais que même des gens qui avaient commis des faits aussi graves, qui passeront des années et des années en prison, eh bien, ils avaient bien compris que la question fondamentale qui se pose à eux, comme à chacun d'entre nous, c'est cette question de la responsabilité. Et si vous aviez un mot à retenir de mes palabres, ça serait celui-ci. Voilà. Merci de votre attention. La question, c'est qu'est-ce que la loi, donc la loi Taubira, fait pour la responsabilisation? Est-ce que c'est à l'intérieur de la prison? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des condamnés qui ne vont pas faire de prison? Il y a un mot que je n'ai pas prononcé, mais qui résume le problème majeur de la prison en France, c'est la question de la surpopulation. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez sur les 67 000 détenus présents, vous en avez à peu près 13 000 en surnombre. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement 13 000 en surnombre? Imaginez une cellule de 12 mètres carrés,
m², c'est pas considérable. Au départ, cette cellule était prévue par l'administration pour 2 personnes, donc vous avez 2 lits. Hein. Et puis, les détenus, le nombre de détenus augmente, donc il faut bien les mettre quelque part. Donc on installe 2 lits superposés, et dans une cellule qui était prévue pour 2 personnes, eh bien, ils se retrouvent à 4. Et puis comme le nombre de détenus se développe encore, eh bien, on est amené à installer le soir un matelas posé à même le sol, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement plus d'espace dans la cellule pour se déplacer, une bonne partie des 24 heures. Donc vous avez donc 13 000 détenus qui sont dans cette situation de vivre dans une cellule surpeuplée. Et quant au nombre de matelas posés à même le sol, bon, ça c'est un petit combat en tant que chercheur que j'ai mené. Vous savez, c'est des choses modestes, c'est qu'il y a quelques années, j'ai appris qu'une statistique existait sur le nombre de matelas, mais elle était secrète. Eh bien, j'ai fait en sorte qu'un jour, ce nombre de matelas posés à même le sol soit sur Internet. Vous n'imaginez pas l'énergie qu'il faut pour arriver à sortir une information qui me paraît considérable. Car vous savez qu'aujourd'hui, malgré tout ce que Christiane Taubira a pu faire, il y a plus de détenus qui vivent sur un matelas posé à même le sol qu'en 2012. Il y a vraiment un problème de nature politique. Parce que ça, obliger quelqu'un à vivre dans ces conditions, d'une part, vous réduisez vraiment vos chances d'éviter la récidive, et fondamentalement, vous ne le respectez pas. Vous ne respectez pas une personne en l'obligeant à vivre dans ces conditions. Donc, si vous voulez, l'un des objectifs importants de la loi Taubira était de réduire le nombre de détenus. Donc, en développant d'autres formes de sanctions, et en particulier donc en développement ce qu'on appelle la contrainte pénale, ce que j'ai appelé la contrainte pénale. Et donc, si cette question vous encourage, vous avez à la documentation un ouvrage sur le sujet, et sur Internet, vous tapez contrainte pénale, et vous avez toutes sortes d'informations sur le